développer le secteur agricole de la région en fonction de sa réalité, de ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on a procédé à des études de sol, à des études de climat, aux problèmes sociaux de la région, et on en est venu à la conclusion qu'il serait normal que nous établissions une politique de zonage. Je sais fort bien que dans la tête des uns ou des autres, une politique de zonage, ça peut vouloir dire des déplacements de personnes. On établit 3 zones, dont la première aura pour fonction d'abord la production laitière, la seconde aura pour fonction la production des viandes, et la troisième, qui sera une zone mixte, où on pourra trouver, bien sûr, un peu de production bovine, mais aussi et surtout peut-être l'utilisation de la forêt, qui nous apparaît être le potentiel le plus rentable de cette partie de territoire de la zone 3. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on va obliger les agriculteurs à évoluer dans le cadre de ces zones-là. Ça veut simplement dire qu'on met à leur disposition des moyens pour tenter de développer, selon la nature des zones, selon la vocation des zones, les productions qui nous apparaissent les plus rentables. On ne demandera à personne de vendre son quota de lait, même s'il est dans une zone où il produit du bœuf, où on a convenu, nous, que ça devrait être du bœuf qui se produit. On ne demandera pas non plus, dans celui qui fait du bœuf dans la zone où on a prévu du lait, d'arrêter d'en produire là et de s'en aller dans l'autre zone. On n'exigera pas ça. Mais les programmes, par exemple, qu'on a, vont être pensés en fonction des zones. L'aide pour la production laitière, par exemple, va se manifester d'abord dans la zone 1 où on a prévu la production laitière. L'aide pour l'élevage ou pour la production des viandes va se manifester surtout dans les zones où on a prévu qu'on produirait des viandes. Mais personne ne sera obligé de quitter la production laitière ou de quitter la production bovine, quelle que soit la zone dans laquelle il se trouvera. Mais on aimerait, nous, au ministère, que ce programme qu'on a préparé soit expérimenté comme il faut. C'est-à-dire qu'on essaie de l'utiliser à son maximum pour arriver à bien saisir, nous, au ministère, si c'est valable, des programmes comme ça, si c'est pensable de zoner des productions, si ça a une valeur économique, une valeur sociale réelle. Si on se rend compte que ça ne prend pas, que ça ne colle pas, il faudra alors les amender. Il faudra alors les penser autrement. Mais on aimerait que l'expérience se fasse et à fond de train pour que nous puissions en dégager des conclusions qui soient vraiment valables. Dans la zone 1 où on a prévu de la production laitière, on a mis de l'avant des politiques particulières. Par exemple, on va aider financièrement pour le développement des productions céréalières. Cette politique, je pense, est déjà en vigueur, mais on va l'intensifier au rythme de 10 $ l'heure pour l'année 73, 7 pour l'année 74, 5 pour l'année 75, pour développer les productions céréalières afin qu'on puisse avoir sur le territoire ce dont il est nécessaire pour alimenter aux coûts les plus bas. Je n'ai pas besoin de décrire le problème dans lequel on se trouve au Québec vis-à-vis de l'alimentation en grains. Dans ce secteur-là, on va mettre de l'avant des subventions pour des séchoirs à foin à air froid. Et une subvention de 400 $ est attachée à l'achat d'un séchoir. La même chose pour les silos horizontaux.
où on va attacher à ça une subvention de 400 $. Et nous prévoyons la construction en plus de séchoirs, 3 ou 4, au coût de 60 000 $ chacun. Tout ça en vue de développer les productions céréalières, celles qui sont nécessaires pour rendre le secteur laitier encore plus rentable. Ça va s'appliquer surtout dans la zone 1, ces programmes-là. Là, je ne vous parlerai pas, parce que déjà vous le connaissez, du programme de réimplantation qui existe déjà, ou de relocalisation, où on paie les individus qui veulent laisser la ferme et s'en aller à l'extérieur. Il est déjà en vigueur, ce programme-là. Je ne sais pas si on a déjà commencé à l'appliquer, mais je pense que vous le connaissez. Si toutefois, tantôt, des questions plus précises vous viennent à l'esprit, vous nous les poserez, puis les fonctionnaires qui sont ici vous répondront. Je n'arriverai pas à vous donner tout ce qui est attaché comme octroi, là, après toutes les productions, ou comme incitatif, là, mais je vais vous donner les principaux. Ça, c'est pour la zone numéro 1. La zone numéro 2, nous avons prévu le développement des viandes de bœuf. Alors, on sait que pour développer des viandes, il faut également produire des céréales ou des plantes fourragères. Donc, nous avons attaché à la zone 2 le même programme qu'à la zone 1 en ce qui concerne les séchoirs à foin et les séchoirs à grains. Parce que c'est nécessaire que ça s'applique dans cette zone-là de la même façon que dans la zone 1, parce que les deux ont besoin de céréales pour se développer ou de plantes fourragères pour développer la production des viandes. Dans la zone numéro 3, qui sera surtout une zone à potentiel forestier, certaines de ces mesures pourront s'appliquer dans les micro-zones ou dans les petites zones où il est possible de faire de la production des viandes. Alors, ces mesures dont je viens de parler pourront s'appliquer également dans la zone numéro 3. Mais elles vont surtout, je pense, être utiles pour la zone numéro 2 et la zone numéro 1, où là, on essaiera de faire, sur une base véritablement intensive, le développement de la production laitière, d'une part, et le développement de la production des viandes, d'autre part. Ça, c'est l'essentiel. Je ne vous ai pas donné beaucoup de choses là jusqu'à maintenant, mais c'est l'essentiel de ce que contient les zones, et c'est l'essentiel des programmes qui vont s'appliquer au niveau des principales productions. La production céréalière, puis les productions fourragères qui ont besoin de ces équipements-là pour être capables de se développer. Les autres mesures qui existent au ministère, les mesures générales qui existent actuellement, vont continuer à s'appliquer exactement de la même façon. Il n'y a absolument aucune restriction sur les politiques générales du ministère. On ajoute seulement des politiques nouvelles pour stimuler le développement dans ces zones en particulier. Évidemment, on a prévu d'autres choses aussi pour ceux qui seront appelés à se déplacer de la production laitière à la production bovine. Nous interviendrons sous forme de subvention, et si ma mémoire est fidèle, nous donnerons à celui qui voudra changer sa production et s'en aller dans la zone, on lui donnera 100 $ pour chaque 5000 livres de quota de lait qu'il a. Ça en vue de lui donner les moyens de commencer dans la production bovine. Ça, c'est une autre mesure aussi qu'on va instaurer à ce niveau-là. Ah. Alors, remarquez bien, là, vous pourrez peut-être me dire ceci. Vous me direz, vous ne nous obligez pas à le faire, mais les programmes que vous avez vont quasiment nous embarquer dedans. C'est un peu ça ce qu'on propose, là, au titre du deuxième programme. Ceux qui voudront se réorganiser
du lait à la viande dans des régions prévues pour ça, ben on va leur aider à faire le transfert. On va leur donner quelques dollars pour ça. En plus, au niveau des troupeaux de base, nous allons appliquer la même politique qui existe dans le territoire de l'Abitibi. C'est-à-dire que l'octroi pourra se rendre jusqu'à 2500 $. Encore là, pour stimuler la production des viandes. En Abitibi, ça a eu de bons effets. En 1970, la politique qui existait était, je pense, de 14, de 12, 1300 $ pour essayer de constituer un troupeau de base. Ça démarrait très, très lentement. Il y avait à peine 2000 têtes de bétail sur le territoire. On a changé notre politique en 1971, au début de 71, et à la fin de 72, ben, la production a presque, elle a plus que doublé, elle a triplé, plus même, de 2000 têtes qu'il y avait, on en est rendu à 10 000 cette année. Alors c'est parce qu'on a amendé notre mesure, et voyant l'efficacité qu'elle a obtenue là-bas, ben, on espère qu'elle va aussi, ici, produire la même efficacité. Il y a des dangers, par ailleurs, lorsqu'on aborde la production des viandes et du lait. Il y a des dangers que trop de producteurs laitiers quittent la production laitière pour s'orienter, dire, vers la production des viandes. Mais je pense que dans la région, entre agriculteurs, avec l'aide, bien sûr, du bureau régional, il faudrait essayer à garder tous les quotas disponibles dans la région. Si un décide de s'orienter vers la production des viandes, ben, il devrait vendre son quota autant que possible à un gars de la région. Et pas le vendre à un gars de Québec, ou à un gars de la Mauricie, ou à un gars de la Beauce, ou à un gars du Bas-Saint-Laurent. Pour pas, bien sûr, désorganiser la production laitière. On ne réglera pas nos problèmes si on déplace seulement les producteurs. Ce n'est pas les producteurs qu'il faut déplacer, ce sont les productions. Il faut développer les productions selon le potentiel du sol, ce que ça offre comme potentiel. Si on a voulu aussi développer la production des viandes, c'est qu'il y a un marché qui nous apparaît actuellement, pour les 8 ou 10 prochaines années, être bon, être valable. On ne croit pas, par exemple, qu'au cours, sans aller à 10 ans, prenons 5 ans, on ne croit pas que d'ici 5 ans, que le prix de la viande tombe au point où ça ne soit plus intéressant. La demande mondiale est bonne, la demande interne est bonne, et à mesure que dans les pays sous-développés, à mesure qu'on se développe économiquement, on pense au Japon, on pense à l'Inde, à mesure où les autres gagnent un peu plus, à mesure où ils augmentent leur niveau de salaire, ben, ils épousent graduellement les habitudes alimentaires nord-américaines. C'est-à-dire qu'on consomme moins de riz, plus de viande. Et c'est pour ça que ça nous apparaît être un marché important. Le même phénomène, d'ailleurs, se produit sur le lait. Si ça continue à se développer dans cette perspective-là, il y a un marché mondial, un marché interne, qui nous apparaît bon pour les produits laitiers. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument garder cette production et la développer dans notre région, dans cette région ici. Dans l'Abitibi, ça a eu un petit effet sur le développement de la production laitière. Le problème, c'est que les gars vendaient leur quota à l'extérieur de la région. Mais ça semble se stabiliser maintenant. Les fermes laitières se consolident. Le gars qui avait 100 000 livres de quota, il en a racheté un autre 100 000 pour s'en faire 200. Puis celui qui a vendu son 100 000 se développe dans les productions bovines. Ça semble avoir de bons effets. Ils sont beaucoup moins bien placés que vous ici au niveau des viandes. Vous avez un abattoir régional ici. Vous avez une mise en marché presque organisée. Donc, il y a déjà là des instruments qui n'ont pas à l'Abitibi. En Abitibi, malheureusement, on vend les viandes un peu trop jeunes, on les fait finir dans le nord de l'Ontario, puis ils nous reviennent par après pour que nous les consommions. Alors, il faut essayer autant que possible de les utiliser sur le territoire. On va aussi, à titre expérimental, tenter une poussée vers l'élevage du veau de lait. Les rendre un peu plus vieux là, pour la vente là, que 3 semaines ou 1 mois.
les rendre au moins, je pense, à 400 ou 500 livres. On va tenter l'expérience. Ça sera surtout une mesure expérimentale au niveau de 6 ou 7 ou 8 ou 10 cas. Et si ça s'avère rentable, eh bien, on va vous l'offrir l'option après sur une base générale. On va faire la même chose également au niveau de l'élevage des oies et des canards. Alors, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais il y a des marchés pour ça. Hier, j'étais dans le comté de Deux-Montagnes. J'ai rencontré un fermier qui produit du faisan. Il y a une ferme. Il en vend, je ne sais pas combien par année, là, un moyen paquet. Il fournit chez les grands hôtels de Montréal, puis quelques hôtels de Toronto. Alors, il s'est spécialisé là-dedans. Il y a 4 ou 5 ans, avoir pensé de développer l'élevage du faisan, ben, on se serait posé de sérieuses questions. On se serait dit, ça va nous mener où, ça, le faisan? Ben, il y a un marché pour ça. Comme il y en a pour les oies et les canards. Ça, on va le faire à titre expérimental. Pour une première année, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça s'avère efficace et rentable, on va l'offrir comme programme général. On va, pour faire également ces expériences, tant au niveau de la production laitière ou au niveau de la production bovine, on va implanter des fermes nord. On va faire le choix des fermes nord. Et on va payer les agriculteurs qui seront choisis selon des critères bien déterminés pour être utilisés comme fermes nord. Là où les autres pourront aller voir comment ça se produit, par exemple, des viandes. Je pense que tous les producteurs le savent, bien sûr, mais il s'agit très souvent d'une technique ou d'une partie de la technique qui nous a échappé. Alors, les fermes nord seront implantées dans tous les secteurs où on jugera important qu'ils soient implantés. Je pense cette année qu'on en prévoit 10 ou 15, et on en implantera de nouvelles l'année prochaine, et si nécessaire, après, dans 2 ou 3 ans. On va continuer, bien sûr, avec le programme de regroupement des entreprises laitières. C'est déjà engagé. Ce programme, on veut les regrouper pour les rendre plus efficaces et pour qu'elles soient en mesure de payer de meilleurs prix aux producteurs laitiers. On va continuer aussi à consolider certains autres secteurs qu'on appelle du secondaire. Mais on n'ira pas trop loin là-dedans parce que c'est à l'état d'étude actuellement les autres secteurs secondaires de transformation. Là, j'ai voulu vous donner dans les grandes lignes ce que contient le programme qu'on vous offre dans la région. Ça va coûter, pour la première année, où il y aura un budget tout au moins de disponible pour l'année 73-74, de 1 200 000 à peu près. Ça peut être 1 300 000. Et pour l'année 74-75, ça peut coûter un peu plus cher, 1,4 million ou 1,5 million. Si ça en coûte 1,6 million, on va s'organiser pour aller chercher les budgets. Comme cette année, si ça coûte plus, 1,2 million ou 1,3 million, on va s'organiser pour aller chercher les budgets. Et il faut les dépenser, ces budgets-là. Ils sont là pour ça. Ça fait partie des ententes fédérales provinciales. Et si on ne les utilise pas, au cours d'une année ou de 2 ans, on les prend, puis on les utilise dans d'autres secteurs. Alors, quant à nous, en agriculture, on a l'intention de demander aux agriculteurs d'utiliser au maximum ces budgets qui seront disponibles. Alors, je vais vous donner en gros ce que ça peut représenter par programme au niveau de la recherche, là, au niveau de ce qu'on appelle, nous, l'encadrement technique. Là, ça peut être l'aide aux agriculteurs techniquement, puis ça peut être de la recherche, là, de nouveaux programmes. On a prévu 327 000 $, soit 250 000 pour la gestion, 18 000 pour les fermes nord,
10 000 pour le veau de lait, dont je vous parlais tantôt, 7 800 pour les oies et les canards, 35 000 pour la gourgane. On veut intensifier, c'est un programme dont je n'ai pas parlé tantôt. 35 000 pour cette production-là. Et là-dessus, on me dit qu'il y a un marché assez fantastique, non seulement sur le plan de la région, mais un peu partout à travers, je dirais, le monde. Et on a prévu 7 000 $ pour des recherches et des études au niveau du secondaire. Ça, c'est à l'état expérimental. Ça ne vous rapportera pas grand-chose en termes de piastres, sauf des programmes qui peuvent déboucher de ça. L'autre partie, le développement de la production, là, vous pouvez toucher à des choses. On a prévu, par exemple, du transfert du lait au bœuf, 100 000 $. On a prévu pour les pavillons laitiers, 12 500 $. On a prévu pour l'hivernement des pavillons laitiers, la mesure dont je vous parlais tantôt, 57 500 $. Pour la production de lage, 20 000 $, les séchoirs à foin, 40 000 $, et les silos horizontaux, 7 500 $. Ce qui fait 237 000 $ pour le secteur de la production. Et pour les autres secteurs, on a prévu 140 400 $. Ce qui fait que sur le million, 200 000 qui seront à votre disposition, ben, vous pouvez dès cette année toucher au moins tout près de 7 à 800 000 $ en termes de piastres, si c'est possible évidemment, d'entrer dans les différents programmes tels comme nous les avons prévus ou tels comme nous les avons décrits. Alors je ne sais pas si c'est assez clair, si c'est suffisant. Sinon, j'avais l'intention de réserver une période de questions, si le président est d'accord, bien sûr, et puis pour approfondir un peu plus. Mais je voudrais, en terminant, vous dire ceci, c'est qu'on a l'impression, nous, au ministère, et à mesure qu'on en discute également avec ceux des autres provinces, avec les organisations agricoles de la province de Québec, on a fortement l'impression qu'il faut orienter le développement de l'agriculture vers ses véritables potentialités, c'est-à-dire vers ce que peut offrir une région comme potentiel de développement. C'est un peu ce qu'on tente de faire dans les provinces de l'Ouest actuellement avec la réorientation qu'on prend au niveau de la production des grains via les viandes. C'est un peu ce que l'Ontario a fait, elle, il y a 4 ou 5 ans, en introduisant de nouvelles productions, le maïs par exemple, qui existait peu ou pas, il y a 8 ou 10 ans en Ontario, et aujourd'hui ils en produisent trop, ils sont obligés d'en vendre à l'extérieur. Alors ça semble être la façon, je ne dirais pas moderne, mais la façon la plus vraie actuellement pour arriver à développer le secteur agricole et à procurer à ceux qui sont dedans un revenu qui soit au moins comparable à ceux des autres secteurs de l'économie. On reste convaincu, par ailleurs, que des problèmes, des programmes, dis-je, de zonage et d'incitation des productions, ce n'est pas suffisant en soi. On sait qu'il faudra agir sur la formation professionnelle. Et on sait qu'on agit déjà d'ailleurs. Et on sait qu'il faudra continuer à agir au niveau des prix des produits. Retourner à 3,50 $ pour faire du lait, ça ne servirait à rien de mettre de l'avant des programmes de zonage. Puis même si on a un programme de zonage, si on ne parvient pas à ajuster le prix des produits avec l'augmentation des coûts, mais encore là, on peut rater notre coût. Donc, il faut définitivement mener de front ces ensembles de programmes et de priorités qui nous apparaissent, quant à nous, importantes pour le développement général de l'agriculture. Alors, si vous permettez, M. le Président, et s'il y en a qui ont des questions à poser, ça me fait plaisir d'y répondre et je voudrais vous remercier de votre bonne attention pour mon exposé. Alors, je vous permets une période de questions. Alors, je vous demanderai d'être bref dans vos questions. Alors, il y a 2 micros quelque part. Alors, allez-y. Oui. Oui, parce qu'il faudra au moins aussi que les questions soient bornées passablement à l'aménagement et aux mesures qu'on a parlé depuis le matin. OK? Alors, ma question s'adresse au ministre, même s'il n'en a pas parlé ou très peu parlé.
Elle a été abordée cet après-midi avant l'arrivée du ministre. Alors, dans la troisième zone, la partie forêt, on a mentionné que l'on voulait établir des fermes forestières, des fermes touristiques, des fermes touristes. Alors, est-ce que la partie forêt privée peut être divisée, une partie au ministère des Terres et Forêts et une partie au ministère de l'Agriculture? Si l'on considère le pourcentage de la forêt privée dans l'ensemble du Québec, et si l'on morcelle encore cette partie-là entre deux ministères, alors j'aimerais quand même avoir des idées ou des intentions assez précises de ce côté-là pour savoir où la forêt privée va se loger, à quel ministère. Et j'aurais une autre question après ça. Ouais. Bon. Il y a deux thèses qui prévalent à ce chapitre-là. Nous, au ministère de l'Agriculture, on continue à soutenir que les terres privées, forestières, qui font partie intégrante d'une ferme agricole, doivent être considérées comme faisant partie de la ferme. Et les programmes de développement d'une ferme devraient s'extensionner jusque dans sa partie forestière. Au ministère des Terres et Forêts, eux, ils disent les programmes qu'on a sont des programmes homogènes, c'est-à-dire qui se tiennent. Et on ne peut pas les diviser, les dissocier. Alors, il faut absolument que tous les terrains privés fassent partie de la politique générale du ministère des Terres et Forêts. On a des comités qui siègent. Je dois vous avouer bien franchement, j'ai déjà siégé sur des comités où des solutions plus rapides étaient apportées. Mais du reste, les comités siègent et on essaie de trouver la formule. En dernier lieu, à terme, on n'a pas d'inconvénient majeur, nous, à ce que les programmes du ministère des Terres et Forêts s'appliquent également aux lots privés, aux terrains privés, mais à condition qu'ils respectent les programmes du ministère de l'Agriculture et à condition qu'ils s'appliquent à peu près en même temps. Dans la zone numéro 3, par exemple, si on développe seulement le secteur agricole et si on ne développe pas le secteur forestier, on va manquer notre coût. Parce qu'on prévoit là des productions mixtes. Une production bovine ou laitière, pour ceux qui sont déjà dedans qui voudront y rester, mais tout au moins des productions bovines, ben, il faut que ça soit continué ou complété par un programme forestier. Ça, là-dessus, j'aimerais bien qu'une décision se prenne le plus rapidement possible au niveau du gouvernement. On la cherche, nous, pas la solution, on cherche la décision. En ce qui concerne l'agro-touristique, on a des programmes qui seront à point bientôt, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de la province. Encore là, il faudra que le ministère du Tourisme, Chasse et Pêche ne prenne pas trop ombrage. Il faudra bien que le ministère essaie avec nous ou de coordonner ses programmes aux priorités agricoles ou bien de laisser pénétrer un peu l'agriculture dans l'agro-touristique. On va le voir plus d'ici quelques mois, 2 ou 3 mois. On a des projets précis là-dessus, nous, au niveau du financement, au terme d'un crédit, par exemple. Mais c'est à l'état de discussion. Je ne dis pas qu'il y a mésentente entre les ministères, non. Mais on essaie d'ajuster nos flûtes. Puis personnellement, j'ai hâte de mettre la main sur la bonne flûte et qui crie au bon endroit. Alors, une deuxième, c'est que vous avez fait mention aussi des prix ou des montants d'argent que vous allez apporter aux terres que vous allez acheter, les terres à un moment donné, aux affaires-là.
ces terres à vocation probablement forestière ou en grande partie forestière, est-ce que cette politique-là, vous allez la pousser et vous allez l'accentuer et vous allez remettre ces terres-là au ministère des Terres et Forêts, qui lui, en retour, nous dit si vous vous organisez pour réaménager les forêts privées, si vous mettez sans tort, j'en mettrai sans tort, alors en définitive, il ne viendra que mettre ce qu'il aura repris du ministère de l'Agriculture. Alors ce ne sera pas d'autres fermes, d'autres sols forestiers qui nous mettront, mais les nôtres qu'on a arrêté de posséder collectivement. Alors j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on s'entendrait là-dessus pour que ces terres-là, qui sont en vocation forestière et qui sont forêts privées, restent à la forêt privée et non, ça retourne au ministère des Terres et Forêts, comme ça semblait vouloir s'orienter il y a quelque temps. Ben, comme ça s'est orienté d'ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent, si ma mémoire est bonne. Oui. Dans le Bas-Saint-Laurent, quand la ferme est à vocation forestière, elle est transférée au ministère des Terres et Forêts. Quand elle est à vocation agricole, nous on la garde, on la revend ou on la loue selon certaines conditions et précisément dans le projet qu'on vous présente, il y a une mécanique de location de ferme. Celui qui l'achetera, c'est celui qui la vendra s'il n'y a pas d'acheteur, on l'achète et nous, on pourra la relouer selon certaines modalités, certaines conditions. Vous soulevez un problème auquel la solution ou les propos que j'ai tenus tantôt s'appliquent. Ce que j'aimerais, moi, M. Gagnon, j'aimerais que la Fédération des producteurs de bois du Québec, avec l'UPA, le ministère des Terres et Forêts, le ministère de l'Agriculture, qu'on s'assoie ensemble et qu'on essaie de prendre cette décision-là collectivement. Je vais vous dire, quand vous me posez la question, vous, ça me donne vraiment l'impression que vous voulez que ça reste au ministère de l'Agriculture. À moins que je fasse erreur. Ah, je suis pas sûr. C'est pas sûr? Ça dépend comme ça. Bon. Alors, supposons que nos programmes agroforestiers, les programmes agroforestiers s'appliquent sur les lots privés et que ces programmes-là sont du ressort du ministère des Terres et Forêts. Vous préféreriez qu'ils s'en aillent aux Terres et Forêts? Je ne vous donne pas mon opinion, là, je demande. Ah bon? Alors, je Pose la reçois question. votre opinion, par exemple, dans une discussion, là, les quatre intéressés. Oui. Mais seulement que là, je ne donne pas mon opinion. Là, c'est parce que j'essaie, moi, personnellement, de voir clair dedans. Alors, quand je rencontre mon collègue, M. Drummond, il me dit, j'ai rencontré la Fédération, puis ils sont d'accord avec mes projets. Moi, j'ai dit, je rencontre les gars, puis ils sont d'accord avec les miens.